Les sièges, c'est quelque chose dans cette émission. C'est bien. Ah ouais, il y a des émissions, on est un peu plus... Non, mais quand on reçoit Ayam, on l'aimait bien. Ah ouais. Je voulais te préciser un truc, il n'y a que 3 pharaons. Il y en a un, c'est juste un architecte, il a la solde du pharaon. Très bien. Ça y est, ça commence à... La guerre est déclarée. La guerre est déclarée. Non, mais je ne peux pas laisser dire ça comme ça. Allez, voilà. Parce que moi, je suis un homme du peuple qui s'est élevé au rang de pharaon. Exactement. Oh là là là. Imhotep a parlé. Ouais, mais Voilà, c'était une remarque il était à ma historique. solde. Et De mon père. qu'est-ce qu'il a fait, Imhotep? Il a fait le blueprint. Oui, il a fait Waouh. le print, il a fait des tas d'autres choses. Ouais. Piquet Père, il a Chronique vois de Mars. Tu vois? Chronique de Mars. Ouais, mais bon. Ayam, des années avant, c'était déjà les Avengers, en fait. On parlait du Serval, on parlait pas de Wolverine. Ouais, exact. Parce que depuis tout petit, fan depuis tout petit des BD, bien avant l'arrivée des premiers dessins animés même. Et voilà, c'est toujours, c'est resté en ligne de fond. Et voilà, ça m'est réapparu un beau jour. Et j'ai fait référence parce que c'était un perso que j'ai un caractère que j'aimais beaucoup. L'histoire J'aime d'Ayam beaucoup. commence à Marseille, rencontre sur un quai de métro. À l'époque, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie shuriken? Moi, j'étais chaudronnier, je suis chaudronnier de formation. Donc à l'époque, déjà, je préparais les manifs, je blindais les portes des métros. Moi, à cette époque-là, j'étais biochimiste. En fait, j'avais fait des études de biologie et je voulais me spécialiser dans l'archéologie, justement, travailler sur l'Égypte ancienne, entre autres. Et j'ai arrêté mes études pour le rap. C'est pour ça que lui disait tu es biochimiste, parce que la biologie, elle m'a abandonné pendant un moment. Mais j'ai réussi à mettre la passion pour l'archéologie dans la musique. Et c'est vrai que le rap, pour ça, c'est fantastique, parce que cette forme d'art permet d'accepter des tas d'influences extérieures, même si elles paraissent diamétralement opposées à la base. Il y a 30 ans, première télévision d'un groupe qui s'appelait pas encore Ayam, mais B-Boy Stance. Oh putain. Nous allons parler maintenant de rap. Alors le rap, c'est cette musique assez particulière qui nous est venue des États-Unis. Et il y a des gens qui sont originaires de notre région, qui vont d'ailleurs souvent à New York. C'est les B-Boy Stands. Quelle heure il est sur les platines MK2? Oui, tu le sais, je t'ai offert un chrono. Regarde-le, pourquoi? Parce qu'il est temps de te rendre à l'évidence. Tu es MC, c'est une proie d'incident. Tu es peut-être bon, mais pas une bête. Ce qui est vrai, c'est que tu n'as rien dans la tête. D'abord du rap en français, je crois que c'est pas très courant. En général, on a plutôt l'habitude d'entendre du rap en américain, enfin en anglais, si on préfère, non? C'est presque une curiosité, non? Ouais, c'est pas courant du tout, mais on a choisi de faire ça pour notre message qui passe donc par la musique qu'on fait, soit compris des Marseillais, donc en premier, puisqu'on vient de Marseille, puis des Français. Du rap à l'époque, tu faisais quoi? Shuriken avec une moustache. Ouais. Ça m'a passé très vite. Hein. Ouais. Les perses comme ça, ouais. Ah, qu'est-ce que tu veux? On vit, hein. Est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes dit, ça peut durer 30 ans, cette affaire-là? Non. Jamais de la vie. On était au jour le jour. Là, on avait sorti notre premier disque aux États-Unis. Parce que ce que peu de gens savent, c'est qu'on a sorti nos disques à New York en premier. Et qu'on rentrait en France, on se projetait uniquement dans ce qui nous attendait devant, à savoir un concert, l'enregistrement de nouvelles démos, rentrer en studio. Et pas du tout, on n'aurait jamais imaginé pouvoir durer autant d'années. Nos parents étaient là pour nous le rappeler. Ouais. Gentiment. Il faut hein. le dire heureusement, nos parents, ils n'étaient pas, on va dire, autoritaires au point de nous dire me disaient, tu veux faire de la musique, débrouille-toi. Aujourd'hui, ça paraît normal pour un jeune d'aimer le rap ou de faire du rap. Vous étiez les premiers, vous avez ouvert les portes. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Ayam. Comment est-ce que les autres mecs de votre génération, les nanas de votre génération, vous voyez partir avec les Teddy pour aller sur la Lune? Écoute, je vous rappelais quand on rentrait dans le quartier, que tous les mecs qui nous voyaient passer avec les starters, ils faisaient « Oh, rappeur !» et ils faisaient des gestes de breakdance. Très mal. On a eu droit au yo, tout ça. Mais y compris dans le quartier, parce qu'à l'époque, dans les quartiers populaires à Marseille ou à Paris, on écoutait plus du funk ou du reggae ou même Francis Cabrel, de la pop.
Et le rap, c'était extraterrestre, surtout quand on a démarré nous deux en 84-85, c'était vraiment... Et puis quand Joe est venu en 87, c'était encore... Il y avait des clichés. Après, à partir de 88-89, on sentait que la vague Public Enemy aux États-Unis, tout ça, et NWA, ça commençait à prendre en France. Il y avait de plus en plus de gens issus de la culture hip-hop. Mais Premier album de la planète Mars, Ouais. c'était du rap réalité. C'était la première fois qu'on voyait la réalité de Marseille, la réalité des quartiers nord. 30 ans après, Émilie. Oui, en fait, vous avez raconté Marseille dans votre musique. Il y a quelqu'un qui raconte Marseille dans ses écrits, c'est Philippe Pujol. Il a reçu le prix Albert Londres en 2014. C'est un peu la plus haute distinction journalistique pour Quartier Chic, une série d'articles parus dans La Marseillaise. Aujourd'hui, il vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle La chute du monstre. Il parle de la paupérisation de la ville un an après l'effondrement de 2 immeubles rue d'Aubagne. Vous aviez d'ailleurs fait un concert de soutien, un concert solidaire aux victimes de cette catastrophe en décembre 2018. Encore une fois, on pense très très fort aux familles. On les avait salués des fois, Évidemment. lorsque Soprano était venu, mais on pense encore une fois à eux. On n'entend plus parler d'eux. C'est extrêmement important d'en parler. Exactement, et Philippe Pujol en parle. Et en fait, son livre, il sort quelques mois avant les élections municipales. Et on sent que pour lui, il espère le début d'une nouvelle ère pour Marseille. On l'écoute. À Marseille, la misère est surtout dans le centre-ville. Contrairement aux villes comme Bordeaux, Nantes et toutes les autres, qui ont des quartiers gentrifiés. Nous, on n'est pas gentrifiés, pas du tout. C'est de la paupérisation. C'est toujours plus pauvre et ça se voit dans la population, dans le bâti, ça se voit dans l'abandon petit à petit des commerces. Il y a de moins en moins de commerces. Le quotidien, quand même, est de plus en plus dur. C'est-à-dire on a une segmentation sociale, pas de transport, pas d'emploi, qu'on le veuille ou non, de moins en moins de services publics. Et pour moi, c'est un petit peu l'effet d'une ville qui aurait été bombardée. Il n'y a pas les victimes, mais il y a la ville détériorée dans une proportion que vous n'imaginez même pas. Et il faut mettre en place un système politique qui serait celui d'un après-bombardement. C'est-à-dire qu'il y a une reconstruction importante à faire sur cette ville, tant d'un point de vue administratif que politique et même tout simplement urbain, avec des immeubles qui s'effondrent ou qui menacent de s'effondrer. On est tellement bas que ça peut être que mieux. Ou alors si on va pire, on va aller vers un système de favelas, on va aller vers un système de violence urbaine. Oui, mais je pense qu'il y a une prise de conscience maintenant qui fait que quelle que soit la situation politique bientôt l'année prochaine, on a quand même une prise de conscience au moins citoyenne, nationale, et je pense qu'on peut aller que vers du mieux. Est-ce que vous aussi, vous arrivez à rester optimiste, vous rappelez depuis 30 ans, sur une situation justement qui ne change pas? Est-ce qu'on peut espérer un changement pour Alors Marseille? déjà, on parlait justement de la rue d'Aubagne. Nous, on a vécu dans le quartier il y a pas mal de temps déjà, on y est resté un bon moment. François, il vit encore. François, il vit encore. C'est pas nouveau. Ça fait au moins 10-15 ans que chaque fois qu'on passe devant, on se dit à un moment donné, il y a quelque chose qui va tomber dans cette rue, qui va s'écrouler. Ben voilà, c'est arrivé. Mais ça fait 15 ans que c'est comme ça. C'est un quartier qui est important à nos yeux parce que quand nos familles, on est tous issus de familles réfugiées aussi en France, immigrés dans ce pays qui a accueilli nos familles qui fuyaient la guerre, la misère, le fascisme. Et ils se sont établis dans ces quartiers. Ça fait mal au cœur de voir ça aujourd'hui. Après, la situation, c'est une situation en dents de scie, c'est-à-dire que j'ai l'impression de revivre ce qu'on vivait dans les années 70 et 80, qui était extrêmement dur, extrêmement violente à Marseille. Avec, quand Pujol disait qu'il y aura des favelas, il y a eu des favelas à Marseille, il y a eu la Lorette, il y a eu l'Estac, ça s'est résorbé dans les années 90. Et puis avec la politique qui est menée, absence totale de vision sur les transports, sur la culture, le suivi périscolaire, c'est beaucoup de vide. Et quand il y a le vide, il y a d'autres choses qui s'installent. Vous avez de l'espoir en politique sur Marseille, que quelqu'un peut changer ça? Parce que quand on prend l'école du micro d'argent, on parlait déjà à l'époque de Gaudin, il est encore là. Eh ouais. C'est nous, on a tous 50 ans, on a connu 2 maires, plus un qui a été remplaçant, Vigouroux, qui remplaçait Gaston Defer. Donc nous, un maire, ça dure 25-30 ans. Hein. Kingdom of Heaven. C'est presque un roi, hein. C'est comme un roi. Donc j'avoue que là... C'est un peu notre Bouteflika à nous, en fait. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. Gaudin, c'est le Bouteflika de Marseille. Ouais, c'est un peu... Est-ce que la jeunesse va descendre dans la rue? C'est pas qu'un problème de Jean-Claude Gaudin, c'est un problème de mentalité générale de la ville et de vision de la ville. Et le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas un candidat ou une candidate qui propose autre chose que le copinage, le clientélisme, les renvois d'ascenseurs et une vision globale de la ville, parce qu'aujourd'hui, Marseille, ça ressemble à, on va dire, une ville marocaine comme Rabat. Il y a Rabat et Salé, c'est 2 villes séparées. Ben, Marseille Nord, Marseille Sud,
c'est un peu ça avec Et le pourquoi vous ne centre. présentez pas Akhenaton? Non, parce que j'aime trop ma liberté, c'est pareil pour eux. C'est un job, excusez-moi, un job de merde. Hein. En plus, à plein temps, on ne peut pas faire, faire plein On temps. peut faire chanter. C'est bien mieux. On va faire un tour dans les années 90, 2 février 97, à quelques kilomètres de Marseille. Il s'était passé ça. Après Toulon, Marignane et Orange, Vitrolles est désormais la 4e ville conquise en moins de 2 ans par le Front National. La Marseillaise pour fêter la victoire. Avec plus de 52% des suffrages, Catherine Maigret remporte cette élection et offre ainsi une 4e ville au Front National. C'est la preuve que le Front National a la capacité de rassembler une majorité de Français. Pendant que dans un bureau de vote en plein dépouillement, on en vient aux mains. Devant la permanence du Front National, des jeunes jettent des pierres. À quelques mètres de là, chez les socialistes, on calme les troupes. Et dans un hôtel aux portes de Vitrolles, le Front National est le seul à faire la fête ce soir. Ayam, vous avez participé au seul disque véritablement politique du rap français. Ça s'appelait 11 minutes 30 contre les lois racistes. Et Akhenaton, à l'époque, rappait ça. Plus d'excuses, les gens savent très bien pour qui ils votent. 52% de fils de pute à Vitrolles. Une fois pour toutes c'est clair, idem pour ces ministres mielleux. Est-ce que ça a changé? Le propos, le fond, non. Les idéologues sont toujours basés dans l'ouest de Paris, à Lyon, à Lille. Et les gens qui votent, les pauvres gens qui votent, sont disséminés dans des villes pauvres, dans la grande ceinture parisienne, dans l'est de la France et dans le sud-est de la France. C'est un système qui ressemble à tous les systèmes fascistes d'autres pays où tout est basé sur la peur de l'autre. Je dirais plus l'insulte que j'ai dite à l'époque, je changerai le propos. Par contre, les gens savent très bien pour qui ils votent. Ça, toujours. Et ils savent, le bulletin, ils savent très bien pourquoi ils le mettent dans l'urne. Donc au bout d'un moment, je serais beaucoup moins tolérant. Il y a des tas de trucs, on s'est pris comme on disait dans un texte, on s'est pris des leçons de France par des fils de Pétain. Voilà. Il y a un débat qu'on a beaucoup regardé en politique, c'est le fameux Mitterrand-Chirac. Il y en a un que j'aime beaucoup, moi, c'est Akhenaton, Nicolas Sarkozy. Regarde. Mais je pense qu'il y a quand même un grand ménage à faire à droite. Il y a des gens qui ont des discours limites et avec lesquels il faudrait faire très attention. Et avec l'électorat du Front National, je ne suis pas aussi complaisant que vous. Ces gens-là qui votent pour le Front National, ça fait 15 ans que le Front National existe. Ça fait 15 ans que ce mec-là, je parle de Le Pen, il braille à la télévision, il braille ses idées. Et il y a des gens qui votent pour lui. Les gens qui votent pour lui, ce sont des fascistes, purement et simplement. Nicolas Sarkozy, il faut appeler un chat un chat. C'est un point de désaccord avec Thiel, alors très profond, parce que pour que le Front National diminue d'influence, il faut qu'une partie de ses électeurs, on puisse les récupérer. Si on insulte ces électeurs, si on les diabolise, c'est pas comme ça qu'on les récupérera. Il faut au contraire... Je ne les insulte pas, M. Sarkozy, je les appelle par leur nom. Ben, c'est pas une insulte. Fasciste, avoir des idées d'extrême droite. Maintenant, il y en a certains qu'on peut récupérer parce que la peur, c'est le moteur d'une grande partie du vote. Si ces gens-là apprennent à découvrir ce qu'est l'autre, comment vit l'autre, la peur et l'ignorance. Je veux dire, la peur et l'ignorance, c'est là. Et on vit dans une période où une combinaison d'infos en boucle, de réseaux sociaux, de fausses nouvelles crée un cocktail détonnant. Mais maintenant que vous dites ça, on vous appelle bisounours ou bien-pensant. Parce qu'il faut faire sauf que nous, ça fait 2600 ans qu'on a appris à vivre ensemble à Marseille, donc c'est un peu la marque de fabrique de la ville. Pour nous, c'est pas vivre ensemble, c'est juste vivre. On a toujours vécu comme ça, tous ensemble. Il n'y a rien d'exceptionnel pour nous. Mais apparemment, c'est quelque chose qu'on a rendu difficile. Pareil, quand on voyait l'arrivée d'Ayam dans le paysage musical français, même dans le paysage culturel, Ayam assumait toutes ses origines, ses influences aussi bien culturelles. Il y avait tout. Il y avait le monde entier dans Ayam. Et Akhenaton, c'est un des premiers Français convertis qui a pris la parole médiatiquement. Et aujourd'hui, on jette l'opprobre sur les convertis. Parce qu'il y a une mode médiatique et une disparition de la nuance et du second degré qui fait que moi, j'ai choisi volontairement de ne plus parler de ça. J'avais envie de partager des belles choses, mais ce ne sont pas les belles choses dont on se souvient. On ne se souvient que des choses qui marquent dans les faits d'actualité. Donc on peut avoir 150 discours. Si un fait d'actualité
qui arrive, un acte terroriste, il met tout au sol. C'est très dur d'expliquer les choses. Je pense que le service public aurait dû commencer à faire sa première mission. Il diffuse les 10 commandements, il diffuse le roi des rois, il aurait dû diffuser le message sur France Télévisions, ce qui aurait appris à un minimum de Français qui ignorent ce qu'est réellement la religion musulmane, qui a 99% d'ADN commun avec le christianisme et avec le judaïsme, et de connaître au moins la religion que pratiquent 6 millions ou 7 millions de citoyens en France. Mais c'est dingue de c'est dire ça rapprocher les gens. En 2019, moi j'ai des souvenirs d'Ayam à la télévision qui disait, bah voilà, Philippe Chill s'est converti à l'islam et ça passait sur les plateaux. Maintenant c'est imprononçable, enfin, sauf ici, mais... Ouais. On se signale, Monsieur Castaner. Parce qu'on est rangé, on est rangé dans des cases en fait. Et ce pays qui a déjà une manie de coller des étiquettes a maintenant créé des casiers. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de tout ça. Nous, on est volontairement positifs, y compris sur la pochette, mais à un moment donné, il va falloir qu'on sorte de ça et cesser de désigner l'autre systématiquement comme coupable de ce qui nous arrive, mais y compris de notre côté, hein, y compris de on a un peu trop tendance à être juste contre et être bêtement destructif, quoi. Il n'y a plus rien de positif ni dans la critique, ni dans le jugement, donc c'est un peu... En tout cas, moi, je vous conseille le 10e album d'Ayam, Yasuke, parce que c'est leur projet. Et j'aimerais qu'on écoute un des plus grands fans d'Ayam. Fan un peu, voilà. Des fois, on a des fans un peu gênants. Second degré. On était en 2017 et c'est un peu gêné comme quand un touriste chante Piaf à Montmartre. Là, c'est Emmanuel Macron qui vient chez vous à Marseille. Il est alors candidat à l'élection présidentielle. Forcément, il vous cite pendant son meeting. Plus précisément, il cite le nom d'un de vos morceaux phares, mais vraisemblablement, soit il ne l'a pas écouté, soit il ne l'a pas compris. Regardez. La culture, notre culture, c'est ce qui nous tient. C'est ce qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d'accéder à un commun. Parce que oui, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile. Parce que oui, Ayam a supporté cette culture française aussi, n'en déplaise à certains qui les mettaient de côté. La culture, c'est la lutte contre cette assignation à résidence aussi. Ça ne serait pas Ayam pour les uns et Giono et Pagnol pour les autres. Il n'y aurait pas les quartiers de la littérature et les quartiers de la chanson française. Bon, on va juste rappeler les paroles du refrain. Si quelqu'un comme Emmanuel Macron n'a pas compris les paroles, tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Il a juste oublié la négation. Oui. Vous étiez où quand vous l'avez entendu en tournée, on nous l'a fait écouter. Par contre, sur le propos, je ne suis pas du tout macroniste, mais je suis d'accord avec le fait de ne pas scinder les cultures, justement. Ce qu'il dit, ça va contre les étiquettes. Il y a encore, on vient de m'envoyer... moi, je n'ai pas de réseaux sociaux, mais on vient de m'envoyer un message, encore une enquête qui dit que ceux qui écoutent du rap sont plutôt analphabètes et ceux qui écoutent du rock sont plutôt... non, mais c'est une enquête qui est parue sur BFM TV. Bah, c'est pas du tout dirigé comme questionnaire en plus. Non, absolument pas. Non, ça me paraît aberrant, 40 ans après l'émergence de la culture hip-hop, qu'on arrive encore à ce genre de choses-là. Surtout qu'à BFM, il y a des gens plutôt ouverts. Je ne comprends pas des fois la ligne éditoriale et la volonté de faire ce genre d'enquête qui ne mène à rien et qui continue à catégoriser les personnes. Du destructif. De la destruction pure et simple. En tout cas, de la construction. Vous avez construit des carrières à Ayam sans le savoir, en inspirant des gens, dont nous. Et dans la nouvelle génération de rappeurs, il y a également Big Flo et Oli, qui n'aurait pas été là sans Ayam. Il y a un truc un peu biblique quasiment pour nous avec Ayam, c'est le grand frère d'un pote à nous qui nous a dit « Les gars, vous aimez bien le rap ? Je vois un peu ce que vous écrivez, écoutez ça ». Il nous avait donné un CD gravé de l'album L'école du micro d'argent et on a pris un choc. Ça a ouvert les synapses dans notre tête pour dire c'est ça qu'on veut faire, quoi. Nos premiers morceaux, c'était carrément des copies conformes de Ayam. Il y a une chanson qui s'appelle Château de cartes et le refrain était copié de La même étoile, d'ailleurs je confonds les deux. Ouais. C'était nos destins coulent, nos familles éclatent, la famille s'écroule comme un château de cartes. Nos destins coulent, nos familles éclatent, la nature s'écroule comme un château de cartes. La terre est rongée, on se tue à coups de batte, nos vies sont balayées comme un château de cartes. Et alors que le refrain d'Ayam, c'est La vie est belle, le destin s'en écarte, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le père se lève le voile, multiples sont les routes qui dévoilent. Tant pis, on n'est pas nés sous la même étoile. Pour moi, c'est la définition du rap.
Dans un dictionnaire, il faut marquer IAM, quoi. Hip-hop français, rap français, tu marques IAM. C'est un très bel hommage. Et on a eu la chance de les connaître vraiment assez jeunes dans un festival à Toulouse où il y avait un 995, qu'il y avait eux à l'époque. Et ils étaient venus avec leurs parents et tout. C'est magnifique. Moi, c'est des choses qui sont importantes. C'est des jeunes qui sont talentueux. En plus de ça, qui ont vraiment baigné dans l'amour et qui ont... Voilà, ils débordent d'amour. Il y a également quelqu'un qui déborde d'amour pour IAM, hein, c'est François Barouin. Ah, ça y est. Un feat. On la connaît celle-là. Millénaire, sali empoisonné en galère, un pilote de 50 ans que ça laser. Quoi? Masse conscience que seule médaille. Je craque et j'ai tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement. Je vois ta main droite quand t'es noir, sans espoir. Tu veux juste quelque chose de côté? Le placement. Obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre mes demeures dans la lune noire. Mars, Empire, je lance mon troupe à terre pour éradiquer ce niais de Jean-Claude Godin, Skywalker. Clash. Punchline. Il s'attaque à des gens de son propre parti. Et en fait, vous aviez inventé l'expression rap de droite, là on y est quand même. Mais non, on n'est pas dans le rap de droite, parce que c'est un morceau sur l'inversion de la perception des valeurs. C'est systématiquement on désigne des gens comme étant les gentils et d'autres comme étant les méchants. On réaborde ça dans qui est. C'est beaucoup plus compliqué. C'est qui les méchants aujourd'hui? C'est impossible à dire, c'est de l'individuel. Ça relève de l'individuel. Ouais. C'est justement la présentation de George Bush dans les années 90, l'axe du mal. C'est impossible. Ce sont des choses à définir. Qui n'existent pas. Ça existe dans les BD. Ça existe dans les films, dans Independence Day. Dans Star Wars. Voilà. Et dans Star Wars, ouais. C'est une simplification, mais le monde y est beaucoup plus compliqué. J'ai une question. Est-ce que lors d'un débat, si on est foncièrement à l'opposé de son adversaire, qu'on l'exècre et qu'on est vraiment totalement en désaccord, est-ce que dire oui, vous avez raison, c'est la meilleure façon de s'en sortir? Ça dépend. Si en disant « oui, vous avez raison », on passe pour l'ami de celui qu'on a en face de nous, que l'on déteste, mais si on sait qu'en le faisant, ça va nous bénéficier, ça va rejaillir sur notre image. Charles Pasqua. Ça peut fonctionner. On regarde Charles Pasqua avec Akhenaton. Ce qui arrive à m'horripiler en ce moment, c'est, je suis désolé pour vous, c'est quand j'allume les journaux de 13h, j'ai l'impression que le gâteau est au four, qu'on se coltine 13 minutes sur la délinquance et sur les pierres qui partent sur les bus, et dans pas longtemps, le gâteau, il va sortir du four et je pense qu'il ne va pas trop être bon. Ça, je suis d'accord sur ce point. Je crois qu'on parle beaucoup où va-t-on, plus... monsieur Pasqua? Je vous empêcher dans mon groupe. Non, mais on peut... L'Europe fait des miracles. Non, mais on peut s'engueuler aussi. On peut s'engueuler, ça arrivera. Bon, mais je veux dire par là que je crois qu'on parle trop de la violence. Et d'une manière générale, je sais que c'est difficile, mais d'une manière générale, on parle trop de ce qui va mal. Ça existe. Et pas suffisamment de ce qui va bien. Dans l'ascenseur, après l'émission, il m'a dit « Akhenaton, je t'ai compromis. » Dans un instant, on va vous présenter un jeune Marseillais. Il a 15 ans, on le surnomme le Zidane du piano. Mourad sera dans Click. J'aimerais qu'on écoute avant 2 extraits de l'album Yasuke. Je le redis, c'est un album d'IAM exceptionnel. Vraiment, déjà, ça me fait plaisir de réentendre du rap, de réentendre du scratch, de réentendre de la production, de réentendre des variations. Et un album, et dans l'album, il y a un morceau qui est mon préféré. Je sais que c'est pas le single, c'est celui-là. Je préfère demain à la veille, la paix à la paye. On vient d'une ville où l'espoir et les rêves sont terre à l'appel. Allez, resserrez les rangs. Très peu répondent à l'appel. Couchés dans les caisses, ils meurent jeunes. Mon Dieu, leurs parents me font de la peine. Ça s'appelle Le Train de l'argent. De quoi ça parle? En fait, c'est le morceau est constitué de plusieurs prods qui s'enchaînent comme des wagons, en fait. Et chaque couplet... le morceau explique que si tu veux comprendre les problèmes, si tu veux savoir l'origine de tas de problèmes, suis le train de l'argent. C'est une expression qui est à la base anglo-saxonne, mais pour comprendre les choses... C'est la conclusion de nos débats avec Clément. C'est quelque chose que tu dis souvent, Mouloud. Exactement. Il faut suivre le pognon. Ah oui, il est dans le train. Non, si tu veux comprendre à qui profitent les malheurs, il faut toujours savoir qui gagne de l'argent. Exactement. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'économie qui décide de beaucoup de choses, donc... C'est ce qu'on veut dire dans ce morceau-là. Même si on est plus métaphorique dans les couplets,
C'est un peu le propos du titre. Il y a également la nouvelle génération qui est présente sur cet album. J'aimerais qu'on écoute un invité de l'album. Il faut que ça marche, faut que ça rapporte. J'ai tout mon squad qui m'accompagne. Qu'on perd, qu'on gagne. Journée écriture, je fais les 100 pas. J'ai beaucoup d'amour pour mes semblables. Papa, si c'est pour moins de 100K. J'ai jamais voulu la force du diable. Yanis, JMKS, le fils de Chill. Eh ouais. Alors, ce n'aurait pas été moi qui aurais eu l'idée de l'inviter, pas par manque de... voilà, c'est mon fils, je l'aime, et j'aime mes enfants profondément. Mais il fait sa musique, je fais ma musique. On parle, il me fait écouter ce qu'il écoute dans le rap français, anglais, américain. J'ai fait écouter ce que j'écoute. Mais c'est son tonton, c'est Kefren qui a proposé de le mettre dans le titre. Je connais même pas ces clips-là, ces morceaux, je connais... Ouais, moi aussi, je découvre, là. Je connais pas du tout. Mais il veut pas nous montrer. Et en fait, je lui ai dit un truc un jour, j'ai dit, si un jour tu te sens... si tu as l'envie de me faire écouter ta musique, tu viens de toi-même et tu me fais écouter tes morceaux. Et il m'a dit, non mais toi et Parrain, c'est mon fils, alors. Toi et Parrain, il a dit, vous êtes des messieurs du rap. Il a dit, je suis pas prêt pour l'instant. Donc ils ont leur truc, ils se débrouillent tout seuls. Il a jamais dit, voilà, il y a que maintenant que ça fait des années qu'il rappe, mais il y a que maintenant qu'on sait voilà, que les gens savent que c'est mon fils. Et il est dans un collectif à moitié sur Marseille, à moitié sur Paris. Donc ils sont à la fois sur le 19e et sur Marseille. Et surtout, il y a zéro similitude avec Ayam. Ah non, ça n'a rien à voir avec nous. Mais par contre, il connaît ses classiques. Il peut écouter, par exemple, en même temps, la nouvelle génération je ne sais pas ce qu'il écoute beaucoup de rap anglais en ce moment, mais du A$AP Rocky, Denzel Curry, des artistes comme ça. Puis en même temps, connaître Mobb Deep et connaître le Wu-Tang. Là, il a vu que les enfants du Wu-Tang ont fait un disque. J'ai entendu l'autre jour. Tu veux dire qu'il a une culture hip-hop? Il a une culture hip-hop, ouais. Et vous êtes tous pères de famille. Est-ce que vos enfants sont dans cette culture également? Ouais, on l'a mis, il écoutait SCH en boucle. Que ça, toute la journée. Il avait 27 ans, il écoutait SCH en boucle. Donc quand je suis en voiture avec lui, j'écoutais SCH. Voilà. Moi, pareil, que ça toute la journée. Motep, pour le fiston, il est plutôt sur REDK en ce moment. Ouais. Kefren? Zouk. Il a des prix. Alors, nos filles, c'est vraiment comme des sœurs, comme des cousines. Nos filles, elles sont plus dans les morceaux zouk, latino. Et les plus gros charriages, c'est avec ma fille. Après, j'ai un autre, un plus jeune, lui, il est plus dans un rap français. Il écoute Nino, il écoute PLK, Kerry, Oxmo, Youssoupha. Type de musique. Voilà. On se fait des petits classiques d'Ayam? Allez. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Un accro du micro qui fera mal à ta tête. Prends un aspro et laisse faire les pros. Mal dit Marseille. Je reconnais bien là, mais tu n'es pas toi. Petit frère a déserté les terrains de jeu. Il marche à peine et veut les portes de cette lieu. Petit frère peut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir. Il y a un morceau que je voudrais qu'on écoute ensemble. Pour moi, c'est le meilleur morceau du rap français. À chaque fois, quand on se fait les classements, c'est quoi le meilleur morceau du rap français? On dit, il y a le Crimpel Lunatique, il y a Retour aux Pyramides, les X-Men, il y a Hardcore IDLJ, il y a La Formule Secrète, il y en a plein, mais il y en a toujours un sur lequel on se met d'accord, on fait, ah ouais, demain c'est loin. Dans les constructions élevées, incompréhension, bande de gosses soi-disant mal élevés, friction, excitation, patrouille de civils, trou inutile, les gens des mythes débiles, hache et kilo, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo, sapiro, rock fin, pack de Heineken dans les mains, oublie en tirant sur un gros joint, princesse d'Afrique, fille mère, plastique, plein de codes, raclo à la masse lunatique, économie parallèle, l'équipe dure comme un rock, petite donne qui contrôle grave leur shot. On pète un peu Kiko, parquet comme à Mexico. Horizon cimenté, pickpocket, toxico. Personne honnête, ignoré. Super flic, Zorro. Politicien et journaliste en visite aux euros. Musulman respectueux, père de famille humble. Parfait qui place ma musique. Ce morceau, il confère au Miracle
c'est 2 couplets de 64 mesures. Combien de mesures chacun? Il doit, pas loin de 100, il doit y avoir. Je sais pas, on n'a jamais vraiment compté. Pas de refrain? Pas de refrain, non. Mais en fait, si on... Racontez-moi juste ce morceau, en fait. J'ai toujours voulu vous poser la question, ce morceau-là. Elle est précise, l'histoire du morceau. On était en train de mixer les derniers morceaux de l'école du micro d'argent et Joe avait basculé sur Rouge Vie. Il écrivait des morceaux pour son album solo. Et il était installé dans une cabine de voix à côté et il écrit tout le couplet de Demain c'est loin. Pendant le mix de Né sous la même étoile. Le mix dans une cabine et moi en train d'écrire dans l'autre. Et je rentre, il me fait écouter le couplet et j'ai dit mais attends, j'ai un truc qui va... Mais dans le même sujet que j'ai écrit il y a quelques mois auparavant, que j'ai jamais sorti, qui s'appelait Tour de béton, ça, et on va essayer d'enchaîner de matcher les 2 couplets. Et puis on a fait ce morceau hors format. Est-ce que hier c'est loin? Forcément, ça dépend de quel hier, mais on est toujours dans la philosophie de... Loin, quand même. Ouais, dans la philosophie de vie, de vivre l'instant. On est toujours... On est jamais... On est dans l'ici et maintenant. Ouais, pas trop. Puis en général, quand le passé ne passe pas, ça sent pas bon. Ouais. Imhotep. Cadeau. Il a 15 ans, il vient des quartiers nord de Marseille, il a l'oreille absolue et a appris seul le piano en regardant des tutos sur Internet. Il vient de sortir son premier album Prémisse. Mourad est en live dans Click. Bien. Le premier album de Mourad, Prémisse, est disponible. C'est un album qui réunit des interprétations de grandes œuvres du classique, L'Air de Lune de Debussy, Prélude numéro 1 en majeur de Bach. Mourad, ça va? Ouais. Ça va bien? Tranquille? Ouais. Tes premières compositions personnelles au piano et 2 duos avec André Manoukian qui produit cet album. Tu as 15 ans, tu viens de la Castellane dans les quartiers nord de Marseille. Ton père est agent de sécurité, ta mère est mère au foyer. Et un jour, alors que tu es en primaire, une fusillade éclate dans ton quartier. Le lendemain de la fusillade, une musicienne intervient pour adoucir l'ambiance. Elle s'appelle Marianne Sunner. Elle commence à jouer de l'accordéon. C'est vrai? Tout ça, c'est vrai? Oui. Tu commences à chanter et t'improvises dessus. Là, Marianne découvre que tu as l'oreille absolue. C'est quoi l'oreille absolue? Je ne saurais pas comment t'expliquer. Ça veut dire que dès que tu entends une musique, tu peux la reproduire, c'est ça? Peut-être. Oui. C'est la note, c'est surtout la note, quoi. Tu reconnais les notes. La note, tu reconnais la note dans chaque dans la gamme. Merci de me l'expliquer, Ayam. Elle te prend sous son aile. Moi, ça me scie. Et là, l'histoire devient encore plus incroyable. À côté de ça, tu es hospitalisé. Tu commences à jouer sur le piano de l'hôpital. Et il y a une vidéo
en fin 2018 qui a fait parler de toi. C'est toi sur le piano de l'hôpital. On la regarde. Là, tout le monde voit cette vidéo, il y a un engouement de solidarité, on t'offre un piano, tu intègres une école de musique, il y a une cagnotte qui est lancée pour financer tes cours de piano, hein, d'accord? Et quelques mois, quelques années après, semaine dernière, t'es au Vélodrome. On regarde. Ça avant les cours. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est un truc de fou de jouer au Vélodrome. C'est dingue parce qu'il y a toute la foule qui est en délire et toi en même temps tu dois assurer sur ton piano. Donc après, je sais pas comment expliquer, mais c'est fou. Quand vous voyez Mourad, par exemple, incroyable. juste ce qui se passe et tout ce que vous aviez dit dans la première partie de l'émission sur l'importance d'avoir des politiques culturelles dans les quartiers. Mais c'est justement pour remplir les cœurs de choses intéressantes, que les plus jeunes puissent avoir accès à la musique, à des instruments, à des œuvres, à des pièces de théâtre, à des scènes musicales. C'est super important, on se plaint de choses. Mais au bout d'un moment, quand les gamins n'ont rien, des valeurs et une vision de la vie vient s'installer. C'est celle qui est vendue à la télévision depuis 20-25 ans. C'est-à-dire que si tu n'as pas la Rolex à 50 ans, si tu n'as pas plein d'argent, si tu n'as pas la belle voiture, tu n'es rien. Or, il est l'exemple que quand la musique vient à la rencontre de certains cœurs, de certaines âmes, ça fait quelque chose de magique, on est très fiers. Et puis il y a aussi le cliché, on n'est pas condamné lorsqu'on vient d'un quartier à faire du rap, à faire du foot. Ben, certainement pas. Non, surtout pas. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de talents non dévoilés comme ça, hein, par manque de matériel justement qui permettrait de s'exprimer à ce niveau-là. Je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Moi, vraiment, les choses comme ça scie. Ça scie parce que c'est le talent comme ça à l'état pur. Quand je regarde la petite vidéo prise en cachette, ça c'était avant les cours. Ouais. Donc, c'est magnifique. Déjà avant les cours. C'est justement ce qu'on défend dans la pochette. Il y a des gens qui peuvent arriver à transcender ce qui est déjà écrit et présupposé sur... Je pense qu'avec la musique qu'il joue, il va se retrouver à jouer dans des opéras, des choses comme ça, des grandes salles. Et je pense pas que lui non plus, au départ, il est prédestiné. Hein. Où est-ce que tu rêves de jouer? Je sais pas, je vis le jour au jour. Je sais pas. Demain, c'est loin. Demain, c'est loin. Il vit au jour le jour comme nous, on vivait. Hein. Ça En fait, Ayam, ils ont réalisé leur rêve. Ils ont réalisé leur rêve, ils ont joué devant les pyramides. On regarde. Obscur, la force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard de notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, parce que de notre côté obscur, la force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard de notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, parce que de notre côté obscur. Qui C'était pour les 20 ans du groupe. Retour aux pyramides. On était autant spectateurs qu'acteurs de ce concert parce que c'était des plaisanteries qu'on disait quand on était jeunes. Qui m'a foutu un décor pareil. Voilà, on disait, on ira un jour jouer en Égypte et tout. Et se retrouver là, c'était... C'est meilleur budget. Quand on disait, on n'y croyait, mais vraiment pas du tout. Quoi. Il y a eu ce moment-là, et il y a eu en 2013, il y a un rappeur américain qui a beaucoup compté pour nous, qui s'appelle Rakim. Et quand en 2013, on a joué à Central Park, on a invité Rakim à venir sur scène. Et on a fait DJ et les backs de Rakim sur Microphone Film. Ah ouais, non, mais là, c'est un morceau qui a compté énormément dans nos vies. J'aurais dit les gamins, j'étais un gamin. J'avais 15 ans de nouveau. J'étais, les backs de Rakim, c'est trop classe et tout. On a vu, voilà, on a vu le Père Noël en vrai.
Et comme quoi, on peut avoir des rêves et parfois, si on travaille, si on se donne les moyens de les réaliser, aujourd'hui, le rêve en France, c'est un gros mot. Et dans beaucoup de pays occidentaux, on te dit, bon, rêve pas, pense à ce que tu vas faire. Des fois, il faut garder une partie d'enfance en soi et avoir des rêves. Et des fois, quand on est jeune, savoir les tenter. Je suis parti à New York, j'avais 17 ans. Mes parents, ils devenaient fous. Parce que New York, à l'époque, c'était une ville très dangereuse. C'était pas le New York de maintenant. Et on est allé pour accomplir nos rêves, rencontrer les gens dans le hip-hop, faire des morceaux. Et c'est ça qui nous a permis de sortir nos premiers disques là-bas et d'apprendre toute une technique de travail. Cet album Yasuke, il est ouvert, il prend la nouvelle génération dans ses bras. On veut souvent opposer les générations dans le rap. Pas du tout. Là, ouais. Souvent, moi, en fait, quand je lis les commentaires en disant « Oh, le rap aujourd'hui avec de l'autotune, c'est pas comme avant », alors que vous critiquez jamais la nouvelle génération, vous les embrassez. Mais par contre, il y a toujours une petite nuance, et il y a une phrase d'Ayam que je m'applique souvent, c'est « Quand tu allais, on revenait ». Oui, parce que c'est toujours notre côté un peu originel du rap. Entre 72 et 82, le rap, c'est que de la battle. Ça venait de Dirty Dozen, c'est de la vanne. Le premier morceau, Montesando, c'est un morceau de vanne. Et souvent, par des gens... Toi, tu es issu d'une culture du hip-hop, tu comprends la lecture de cette culture-là. Pour les gens qui ne sont pas issus de la culture hip-hop, vous clashez des gens. Non, c'est du battle rap. C'est l'ajout verbal. Le battle rap. On n'invente rien. L'ajout verbal, c'est présent dans plein de cultures depuis bien longtemps. On n'a rien inventé. C'est juste, on appelle ça un battle, mais ça s'adresse à personne. C'est un ennemi imaginaire. Ça s'applique aussi, cette phrase, quand tu allais en revenir, aux erreurs d'appréciation, aux erreurs de jugement. Oui. Je me rappelle, Ayam avait été critiqué parce que vous étiez les premiers à faire des émissions grand public, même à faire des émissions de divertissement. On se rappelle de chez De Chavannes. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit le cirque qui est devenu le rap, mais c'est même pas dans les émissions de télé, c'est sur leurs réseaux sociaux. C'était la classe. Ouais. C'était la classe. En même temps, je pense il fallait à un moment donné démocratiser cette forme d'art et la faire reconnaître, et qu'on ne peut pas arriver à imposer la beauté d'un art sans s'ouvrir aux autres. Voilà. Et c'est ce qu'on voulait faire. Alors après, de manière juste... Pas n'importe comment et pas n'importe quel prix, mais... Alors j'ai un texto à vous lire de Christophe de Chavannes, parce qu'on lui a demandé les images du ballon sauteur. Ah putain. Il nous a dit, je vous les offre, mais je dois d'abord lire un message à l'antenne. Donc c'est un message vraiment... Tiens, gage. Vraiment, on va vous passer les images, mais d'abord j'ai un message de Christophe de Chavannes. Chers tous, j'ai longuement hésité pour cet extrait. J'ai un souvenir ému, ça se voit. Je crois savoir qu'on vous en a parlé pendant assez longtemps et peut-être d'une certaine manière. Je regarde mes chaussures et je vous demande pardon. Je vous aime, Christophe. Y a pas de non, mais pourquoi Alors, il n'y a pas de pardon à demander. On était sur les plateaux télé comme on était derrière. Il n'y a pas de pardon à demander. Tu nous donnes les ballons maintenant, on saute. Tu nous remets des ballons, on saute. C'est juste qu'on a passé l'après-midi là-bas, il y avait des ballons et forcément, tu nous laisses à rien foutre avec des jouets. Mais moi, vous savez, j'étais chez moi et j'ai kiffé vous voir. On regarde l'extrait. C'était en 94. C'est une course? Et la course? Ah, mais nous, on n'est pas en basket. Non, moi, je vais me tuer. Autour de la table, ça présente quelques dangers quand même. C'est très chic ça, je veux dire. Où est-ce qu'il faut aller alors? Où est-ce qu'on va? Tout droit par là, Patrice. Allez. Oh, il y a Bouchon, il y a Bouchon, il y a Bouchon. Bouchon. On glisse, nous, on glisse. Oh, ils ont gagné, ils ont gagné. Je veux dire, on a toujours appliqué un truc très simple, c'est comme on est à la vie, on était sur les plateaux télé. Aujourd'hui, des fois, on se dit, on est dans un pays où les gens se retiennent et se fabriquent des personnages et créent des personnages pour la télévision. Nous, on ne voulait pas que le rap crée des personnages. On était des personnes et on voulait être ces personnes-là à l'écran. Et le mythe du faux voyou, rocker, maudit, qui était là dans les années 60-70, très postural à la télé, la fascination pour le voyou en carton-pâte, ça a continué, ça s'est prolongé jusqu'au début du rap. D'ailleurs, moi, mon DVD de rap français préféré, c'est le making-of de l'album Revoir un printemps. On voit Ayam en studio, mais on n'aurait jamais pu imaginer que Ayam
c'était ça en fait. Vous êtes en train de jouer à la console, vous faites des compètes tout le temps. C'est tout le temps la compète de qui va Pour faire tout. telle production, Pour qui tout. va faire tel riff, qui va faire tel scratch. Et du rire. Ouais. Et du rire. Pour tout, même quand tu as vu, quand on est sur le parcours de golf, ça vire à la course de voiturette. On a réussi à retourner une voiturette de golf, à faire des courses. On était interdit après du green. On n'avait plus le droit. Parce qu'il y avait un terrain de golf à côté du studio. Nos têtes elles étaient affichées à l'entrée, on ne pouvait plus rentrer dedans. Ça me foutait du golf. On voulait conduire les voitures. En tout cas, il y faire des a dérapages. une expression d'Ayam que j'adore, que je dis souvent, c'est tiens. Merci Émilie, Camille et Clément. Ayam, je vous félicite. Cet album, le 10e, Merci beaucoup. Merci. est une réussite. C'est un plaisir. Et on aurait pu encore parler de plein de choses. Vous allez revenir. Quand tu veux, Eh quand oui, tu parce veux, qu'il y a quand tu une veux. tournée à partir de mars 2020. Vous passerez par l'Olympia à Paris le 24 avril, mais c'est déjà complet. La première tournée, en fait, on fait des petites salles, c'est déjà complet. Donc, c'est pour ça qu'en novembre, on fait des grandes salles, des zéniths. Tournée en novembre 2020. Vous serez à l'Accor Hotel Arena le 20 novembre. L'album Yasuke est exceptionnel. C'est le retour d'Ayam. Mourad,